J'ai fait près de 15 banques qui m'ont dit non. J'étais prêt à jeter l'éponge. Puis 48 heures se passent. 48 heures après, il me rappelle. Il dit écoutez, j'ai tout regardé. Franchement, c'est impressionnant. Je sais pas comment vous faites. Faire médecine, en même temps votre activité libérale. Si vous êtes capable d'amener 3 000 € pour les frais de dossier bancaire, considérez que c'est bon pour moi et on fait le deal. Derrière, il nous a financé près de 2 millions d'euros d'opérations. T'as une centaine de lots. Ouais, aujourd'hui on est à 120. L'immobilier, c'est facile. Ça a été pris comment par les gens dans le secteur médical qui t'ont vu te faire de l'immo? Globalement très mal, dans le sens où parler d'argent sur internet, peu importe la profession que tu fais, je pense qu'en France c'est pas forcément le truc avec lequel les gens sont le plus ouverts. À un groupe de banquiers dont une bonne partie étaient parisiens, je leur ai présenté le truc, ils m'ont dit non monsieur Moirot, redescendez sur terre. Si des opérations comme ça existait, vous vous doutez bien que nous les premiers, on en aurait acheté. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on est avec Timothée Moirot. Bonjour Timothée. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Le but de ce podcast, ça va être d'approfondir en détail l'immobilier. C'est une classe d'actifs qu'on voit un peu moins sur ma chaîne. Et là, on a un expert parmi nous, Timothée, sur lequel on va vraiment creuser cette classe d'actifs, les bonnes practices, les mauvaises practices. Donc déjà, Timothée, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour les personnes qui ne te connaissent pas et nous présenter un peu les différentes casquettes que tu as? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Timothée Moirot. Je vais sur mes 28 ans pour l'année prochaine. J'ai commencé à investir dans l'immobilier à 8 ans grâce à une activité en parallèle de mes études. Moi, aujourd'hui, je suis médecin adjoint. Donc, bientôt docteur en médecine d'ici quelques mois. J'exerce une activité médicale à temps plein et au tout début de mes études, dans une volonté initiale de gagner un peu d'argent. Je viens d'une famille avec une éducation assez stricte, un peu à l'ancienne, où voilà, mes parents ont décidé de ne pas me payer mes études et m'ont C'est forcé. combien des études en médecine? Tu as fait une Grosso prépa modo, médecine ou direct j'ai fait une prépa, donc ça, mes parents me l'ont payé pour la première année. Ok. Mais grosso modo, je me rappelle d'une discussion avec ma mère qui est rentrée un jour, j'étais au lycée, et qui m'a dit, bon, écoute, Timo, voilà, j'ai discuté avec des amis, des copines, etc. Et avec ton père, on a décidé qu'on allait te donner 600 € par mois pour vivre à Dijon, pour faire tes études et tout. Et puis, en fait, je fais le calcul de mon loyer, l'assurance de ma voiture, mon essence pour rentrer chez mes parents le week-end, les bouquins, l'inscription à la fac et tout. Et ça passait, mais pas du tout, quoi. Ça peut représenter déjà une certaine somme, c'est largement mieux que rien. Mais clairement, alors j'avais un petit peu d'économie de côté, parce que j'avais fait un peu de mannequinat quand j'étais plus jeune, stocké sur un livret que tu n'as pas le droit de toucher à tes 18 ans, tout ça. J'avais, je sais plus, peut-être 5 000 – 6 000 €, un truc comme ça. Ça m'a tenu la première année, mais fin de première année, je me suis dit, si je veux m'acheter quelques fringues, partir en vacances et tout, j'ai pas le choix, il faut que je travaille. J'avais pas du tout envie d'aller ni à McDo, ni à Decathlon, ni tout ce que faisaient mes potes, hein, pour être honnête, ni de faire d'un service dans un bar, tout ça. Et j'étais passionné de psychologie, j'avais même hésité entre faire psycho ou médecine. Ok. J'ai réussi à avoir ma première année du premier coup, je ne l'ai pas redoublé. Et fin de première année, j'ai décidé de me payer une formation pour faire de l'hypnose thérapeutique, pas du tout de l'hypnose de spectacle, mais vraiment pour aider des gens à arrêter de fumer, perdre du poids, avoir un meilleur moral, travailler sur des phobies, la peur de l'avion, la peur des insectes, ce genre de choses. Je me suis formé pendant 3 semaines et demie, c'était presque un mois la formation. Ok. C'était un full visio ou c'était avec un Ah, professionnel c'était full physique. Ok. C'était full physique, c'était à Lyon, pas très loin de chez moi. Ouais, je crois que c'était 3 semaines au total. À la fin, avec une évaluation écrite, une évaluation de pratique. Enfin, c'est un organisme de formation qui s'appelle PNAPS, qui est très sérieux et qui avait notamment un label de ce qu'on appelle la NGH, qui aux Ok. États-Unis s'appelle la National Guild of Hypnotists. C'est-à-dire que chez nous, en France, c'est très mystérieux, tout ce qui tourne autour de l'hypnose thérapeutique, tout ça. Dans le monde anglo-saxon, c'est pas du tout mystérieux. C'est des fédérations de psychiatres et de psychologues qui ont créé un peu une sorte de diplôme qui soit cadré avec des bases à apprendre, un certain niveau de practice. Et l'avantage de cette école, c'est qu'elle donnait cette certification, qui est par exemple obligatoire si tu veux exercer en Suisse, en Angleterre. Voilà, on va te demander ton numéro d'adhésion NGH. Ok. C'est pour ça que moi, j'ai fait celui-ci comme formation. Et puis, une semaine après, je crois 15 jours après, j'avais pris la décision avant. Je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir mon auto-entreprise. Je vais essayer d'en parler à des amis, tout ça, des proches. Puis si j'arrive à me faire 2-3 consultations dans la semaine, une consultation d'hypnose, grosso modo, c'est entre 60 et 80 €. Bah, ça me fait autant que si je fais une journée à Decat. Et puis comme ça met un peu de beurre dans les épinards. Je peux avoir un train de vie qui soit un peu plus confort, sortir avec mes potes, enfin la vie d'étudiant, quoi. Et ce qui était initialement un side business, comme on dit, en fait, s'est transformé en une vraie activité. Et assez rapidement, j'ai loué un cabinet dans une maison de santé pluriprofessionnelle où il y avait plein d'autres corps de métier et où j'ai réussi à passer rapidement à une matinée par semaine, puis le samedi toute la journée, puis ensuite le dimanche matin, puis ensuite le dimanche après-midi.
Et je suis vraiment tombé dans ce rythme d'en faire beaucoup. Et vraiment, en 6 mois plus tard, j'arrivais à faire 30, entre 25 et parfois même 35 consultations par semaine. OK. À Euh, 60 voire 80 € l'heure? voilà, OK. Et exactement. Alors, c'est même une consultation, c'est 1 heure? c'est entre 1 heure et 30 minutes. Moi, je OK. faisais 1 heure pour les premières et 30 minutes pour les suivis. OK. Donc, je gagnais aussi bien ma vie qu'un médecin à l'hôpital à cette époque-là. Et c'est ce qui m'a permis derrière, non seulement d'atteindre mon premier objectif qui était de mettre du beurre dans les épinards, mais aussi en fait de complètement m'ouvrir l'esprit en me disant, bon, ok, je gagne de l'argent, je suis pas quelqu'un de très matérialiste, donc au final, j'en dépensais très très peu. Et petit à petit, c'est ça qui m'a amené à réfléchir. À l'époque, on commençait à parler du Bitcoin, on commençait à parler de la bourse, C'est c'était quoi, les premières applications. 2017-2018? 2017. OK. Exactement. Je crois que mon autre entreprise, j'ai dû l'ouvrir en 2017, fin 2017, début 2018, un truc comme ça. Pendant les vacances d'été, entre ma première et ma deuxième année de médecine. OK. Donc là, tu commences le PACES, tu valides, Yes. tu vois que niveau financier, c'est light, donc tu Ouais, lances il va falloir que je trouve une solution. tu Voilà, j'en ai parlé avec mes parents à l'époque, mais ils n'étaient pas déterminés à me donner plus, donc OK. pas trop le choix. Pas trop le choix. Et je me rappelle même d'un mois. Alors, moi, je viens d'une famille de parents qui sont en profession libérale. Voilà, on n'a jamais eu de problème d'argent. On est tout le temps partis en vacances et tout. Mais je me rappelle d'un mois. Et ça m'a fait bizarre. Et je pense que ça m'a motivé aussi. Et c'était ce fameux mois d'été où j'ai été obligé pour la première fois de ma vie de dire à mes copains que je ne pouvais pas partir en vacances avec eux parce que j'avais pas assez d'argent. OK. Et moi, je viens d'une famille du coup plutôt classe moyenne haute. Ça m'était jamais arrivé de me dire: «Je peux pas faire ça, quoi». Mais quand tu partais en vacances, c'était avec tes parents à chaque Et fois? ouais, bien sûr. Et mais mes parents ont toujours dépensé beaucoup d'argent dans les vacances. On partait pas à chaque vacances scolaires, mais quasiment. On est parti partout dans le monde. J'ai jamais connu le manque financier, et ce mois-là, vraiment, ça m'a traumatisé, je vais pas dire jusque-là, mais ça Grosse m'a fait frustration, ouais. bizarre pour la première fois de me dire: «Je peux pas, j'ai pas», parce que sinon je serais en négatif sur mon compte à la fin du mois et je peux OK. pas le faire. Et je pense que ça a été un vrai, un peu un déclic quand même. OK. Donc tu lances cette activité, rapidement, tu atteins des, je pense 2 3 4 000 € de chiffre d'affaires par C'est mois? ça, ouais, même un peu plus que ça, OK. Donc là, même tu es en plus que ça. deuxième année? Exactement. Donc tu es en 2 année et à quel moment tu fais le premier, on va dire, le déclic de: «Je veux commencer à faire de l'immobilier»? Parce que là, tu as une activité, un side, Ouais, plus étudiant et à quel moment tu enclenches le immobilier? alors, à cette époque-là, mes parents ont divorcé. Ils avaient fait un petit peu d'immobilier, comme il ne faut pas trop faire, des lois Pinel, et cetera, enfin de l'immobilier pas ouf. De Normandie aussi ou? Ouais, de Normandie, je crois pas qu'ils avaient fait, peut-être loi Marlot, mais Pinel, c'est sûr. OK. Des trucs pas très rentables. Ils avaient notamment une SCI en commun. Où il fallait, voilà, comme ils se séparaient, une relation qui n'était pas forcément super saine, chacun reprend ses billes, tout ça. Et en fait, j'ai racheté un petit immeuble de 3 appartements d'une valeur de 200 000 € à mes parents OK. à cette époque-là, où j'ai investi avec mon papa. Donc, il m'a dit, bah tiens, au début, j'étais pas trop partant, c'était pas le bien le plus rentable que j'ai acheté. Je commençais déjà à m'intéresser un petit peu à l'immobilier. J'étais en début de deuxième année de médecine, grosso modo. Et mon père m'a proposé, il m'a dit, tiens, si ça te dit, on le rachète ensemble avec une À nouvelle SCI à ta mère, du coup? à ma mère et à mon père. OK. Lui, il s'est racheté à lui-même, comme un OK. OBO, quoi, si tu veux. Et puis comme ça te met le pied à l'étrier. Par contre, moi, je veux pas gérer, donc c'est toi qui gères. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas le. J'avais déjà fait un petit peu de formation, j'avais regardé pas mal de trucs sur YouTube et tout, c'était pas le coup du siècle, mais ça permettait de mettre le pied à l'étrier. Mon papa et ma maman, d'ailleurs, ayant des bons revenus, ça ne grignotait pas trop ma capacité d'endettement avec ses premiers revenus qui étaient en plus en auto-entreprise, donc c'est pas forcément le meilleur statut quand on veut emprunter. J'ai fait cette première OP et en fait, j'en ai fait une 3 mois après, qui a OK. été vraiment super rentable, que j'ai trouvé, j'ai rénové, j'ai fait beaucoup de travaux et tout. Et j'étais en rentabilité locative, hein, 12-13% brut. OK. Grosso modo, on avait mis, l'OP nous a coûté exactement 204 000 € et on a mis 10 000 € d'apport. OK. Voilà, donc c'était en 2018. Et c'était un banquier avec lequel ton père ou ta mère avait déjà une bonne relation ou c'était un banquier from scratch, 0 relation, on commence? Je crois que mon père avait un compte perso, c'était à la BNP. OK. Un compte perso, mais sans plus, je crois, hein. OK, donc vraiment un peu quasiment from scratch, on Ouais, commence une exact, ouais. opération? Exact. Alors évidemment, le fait qu'on soit à 2, c'est forcément aidant parce que ça divise la capacité d'endettement sur 2.
Mais là, pour le coup, ouais, c'était ma première vraiment OP belle, où il y avait des choses à faire. Premier immeuble que j'avais racheté à mes parents, c'était 3 appartes loués. Déjà loués quand je l'ai acheté. Bon, voilà, j'étais à 7-8% brut, ce qui n'est pas incroyable par chez moi. Ça s'autofinançait tout juste. Ça permettait de dénouer une situation, ça me mettait le pied à l'étrier. Il y avait beaucoup de gagnants en fait en faisant ça. Mais c'est vraiment cette deuxième OP que j'ai faite 3 mois plus tard, très rapidement, avant Noël, je me rappelle. Juste avant Noël, on a signé l'acte authentique de vente où il y avait un local commercial au rez-de-chaussée, un grand T3 avec une mamie qui avait, écoutez bien, un bail de 1948 Ok. et qui est toujours dans l'appartement. Ok. Ok, donc avec un loyer, c'est un appart qui peut se louer facilement 750 € par mois. Il est actuellement loué 290 €. Donc peanut. Et puis il y avait un plateau à aménager de 70 mètres carrés et des combles aménageables où j'ai fait 2 T2 duplex. Donc ça fait 3 appartements, un local commercial. Et grosso modo, j'ai 1068 de crédit. J'ai toujours le même crédit puisque c'est un immeuble que j'ai encore. Et j'avais à peu près les 3 appartes plus le local commercial, 2200 € de loyer. 2200, 2300 € de loyer avec les révisions actuelles. Donc ça me faisait un SMIC par mois de cash flow. Ouais. Donc un flux de trésorerie positif. Ce n'est pas que ce que je gagne. Mais du coup, c'est vraiment l'opération parfaite, quoi, entre guillemets, quand on fait de l'IMO. Il y a des travaux, il y a de la défisque, il y a du déficit foncier. Enfin, c'était le top du top. Et c'est Et vraiment là, je pense, où j'ai pris goût déjà à ça, où je me suis dit que les mecs qu'on voyait sur Internet, qui jouaient au Monopoly et tout, c'était pas que des mecs sur Internet, on pouvait vraiment le faire. à l'époque, c'était qui ces gars-là? Un peu formateurs IMO ou des Alors gars à qui l'époque, partageaient de la valeur? il y avait Olivier Seban, qui était vraiment l'éminence grise de l'époque. Et moi, j'ai fait sa formation en ligne et j'ai fait son séminaire à Paris. Je me rappelle, enfin, c'était il y a un petit moment déjà. Hassan, le pro de l'IMO, Ouais. voilà, qui est beaucoup moins actif aujourd'hui, qui fait, je crois, fait plus du tout de formation dans le domaine, mais qui à l'époque en faisait beaucoup. Et puis voilà, c'était les débuts, je crois, de Christopher Wangen, mais que j'ai connu plus tard. Mais voilà, c'était surtout Olivier Seban, Hassan, le pro de l'IMO, des mecs où j'ai poncé toutes les vidéos sur YouTube. Enfin, vraiment, pour le coup, je suis un pur produit formation en YouTube. ligne. Ok. Ouais, vraiment. J'ai passé mais des soirées, même à la BU, à la fac de médecine. Je me souviens, tous mes potes se foutaient de ma gueule à l'époque parce que je mettais les vidéos sur mes écouteurs. Je faisais un cours de médecine, un cours d'IMO, un cours de médecine, un cours d'IMO. Voilà. Enfin, c'était, à l'époque, c'était pas la classe de faire l'IMO. C'était ouais, pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Tu verras plus Mais tard, gros, tu finis prends tes des risques, c'est études. n'importe quoi. L'hypnose, je t'en parle même pas. Tout le monde se foutait de ma gueule à l'époque. Et après, tout le monde m'envoyait leurs parents pour qu'ils arrêtent de fumer. La vie est assez bien faite. Mais à l'époque, ouais, c'était pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Et comment tu as fait pour combiner à la fois. Donc, première question, ton activité d'hypnose, tu l'as continuée quand tu as fait de l'IMO ou tu l'as un peu stoppé? Je l'ai continué jusqu'en 6e année de médecine. Ok. Donc, je l'ai arrêté il y a 3 ans quand je suis devenu interne en médecine. J'ai continué un tout petit peu au début de mon activité d'internat. Et puis après, j'ai dû stopper parce que quand on est interne, on a des gardes un peu plus. Donc, des fois, on travaille le week-end. À cette époque-là, j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'avais fait un petit peu plus d'IMO avec des opérations qui me prenaient plus de temps. Donc, voilà, je ne pouvais pas être partout. Et moi, je pense qu'on est bon que dans ce qu'on fait souvent. Et comme j'avais plus assez d'activités et plus assez le temps pour voir aussi tout ce qui sort, l'hypnose, c'est une science qui est continuellement en mouvement. Il y a beaucoup d'études qui se font sur le sujet. Il y a des protocoles qui sortent. On utilise des métaphores quand on fait de l'hypnose. Et j'arrivais pas à être assez à la pointe de ma discipline. Donc voilà, j'ai diminué un petit peu. Aujourd'hui, j'en fais quelques séances pour dépanner quelques proches, quelques personnes qui sont bloquées dans certaines problématiques. Mais c'est mineur hein, si j'en fais 3 séances dans le mois, c'est le bout du monde, quoi. Ok. Et comment tu as fait pour combiner à la fois donc, tes études en médecine, Ouais, plus un peu d'hypnose et de l'IMO, sachant que je sais que la première année en passé, ça allait bien charger, mais tu n'avais pas commencé là. non, Tu avais commencé la deuxième. Ça s'est passé exact. comment? Études plus tes autres activités. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'en médecine, en tout cas à Dijon, de la 2e à la 6e année, aucun cours n'est obligatoire, Ok. OK? Il y a, allez, 1 heure et demie d'anglais par semaine, 1 heure et demie de TD, tous les 36 du mois, mais il y en a pas beaucoup. Après, on a des stages qui sont obligatoires, mais tous les cours, magistraux et on en a beaucoup, la présence n'est pas obligatoire et on a un système de Ronéo, c'est-à-dire que dans la promo, nous, on était 229 ou 228. Il y en a un à chaque cours qui vient, qui prend le cours, qui le met au prof dans un certain format, qui le donne à tous les autres. Et ça tourne, si tu veux. Donc, par exemple, de ma 2e à ma 6e année de médecine, pour être honnête, je suis quasiment jamais allé en cours. Un petit peu au début de ma 2e année de médecine, j'avais un petit groupe de copains avec lesquels j'allais en cours.
Et rapidement, après, je suis plus du tout T'as allé. compris la combine. Ouais, et franchement, je faisais tout sur Ronéo. Après, pour la 4e, 5e, 6e année de médecine, on a tout dans des bouquins qu'on appelle des collèges, Ok. qui sont par matière, collège d'ophtalmologie, collège de néphrologie, collège de dermatologie. Et donc, moi, je faisais tout sur les bouquins. Je m'étais payé en plus une prépa en ligne avec des cours en ligne qui existent pour passer le concours de l'internat, qui est un petit peu modifié aujourd'hui. Moi, j'étais encore sur l'ancienne formule. Et puis après, du stage, du stage, du stage. Ok. Et pour revenir à l'immobilier, donc première opération avec ton père, deuxième Yes. opération où Qu'on tu fait aussi ensemble, du coup. Ok. Ouais. Et au final, on a toujours tout fait ensemble depuis là. Ok, génial. Alors, j'ai fait une fois un aller-retour en résidence principale que j'ai fait avec ma femme. Mais sinon, on a tout fait ensemble. Ok, donc deuxième opération, tu m'as dit, elle te met vraiment le pied à l'étrier, elle se passe parfaitement, Ouais, tous les opération alignements des parfaite. planètes. Opération Et parfaite. comment ça se passe, l'enchaînement ensuite des opérations? Parce que je crois, de ce que j'avais vu, tu as une centaine de lots, si je dis pas de bêtises. Ouais, aujourd'hui, on est à 120, grosso modo, dans la foncière familiale. Ok, donc première opération très bien, deuxième parfaite. Ouais. Comment ça s'est passé un peu cette professionnalisation de l'immobilier et l'enchaînement des biens? Franchement, à l'époque, j'avais pas du tout l'ambition d'en acheter autant que ce qu'on en a acheté et de ce que j'ai envie d'acheter aujourd'hui. Ça s'est fait franchement petit à petit. En fait, la première OP, c'est bien fini. On a fini les travaux en 3 mois. 3 mois plus tard, j'ai recommencé mon processus de recherche, mon démarchage auprès des agents IMO. J'ai retrouvé un truc. Je suis allé revoir la banque. Pour le coup, elle nous a suivis à nouveau une 3e Toujours fois. BNP, du coup. C'est toujours BNP à cette époque-là. Et puis de fil en aiguille, une 4e. Ensuite, BNP a dit bah non, on va passer notre tour parce qu'il y a un peu trop d'endettement. Ok, pas de problème. On est dans une autre banque, Banque Populaire. Puis après, on a fait CIC. Puis après, on a fait Caisse d'Épargne. Et ça s'est fait vraiment petit à petit, sans l'ambition et sans un système vraiment très industriel. Hein. Franchement, on fait une OP, on l'a finie. Une fois qu'elle est finie, on met tout en location. Les loyers rentrent. Ok, ben, on passe à la suivante, quoi. Et à partir de quel moment tu t'es dit, ok, on va vraiment professionnaliser, processer, industrialiser? Il y a eu un déclic ou ça s'est fait juste, tu as eu des meilleurs process, on améliore, Ouais, on franchement, améliore, on ça s'est fait améliore? petit à petit. Je crois pas qu'il y a eu de déclic. Je dirais peut-être post-Covid, il y a eu une OP où j'ai eu énormément de mal à la financer, où j'étais dans une conjoncture où, j'avais tellement utilisé mes cartouches d'économie que j'avais pas la possibilité de remettre les quelques apports qui étaient nécessaires. À cette époque-là, on demandait un peu moins d'apports dans les banques, mais on demandait quand même entre 5 et 10 les frais de Juste avant notaire. Covid ou après Covid? Après Covid. Ok. Juste après Covid, là, en l'occurrence, c'était un immeuble de 16 appartements qui étaient quasiment tous loués, mais à rafraîchir pour certains. 4 garages, un peu moins d'un demi-million d'euros. Et là, vraiment, j'ai fait près de 15 banques qui m'ont dit non. Ok. Euh, et j'étais prêt à jeter l'éponge. Hein. Franchement, c'était la première fois de ma vie que j'aurais pas réussi à financer une OP. Et puis, l'agent immobilier me dit, écoutez, j'ai fait une soirée avec le directeur du CIC, qui a l'air d'être un mec sympa, bien câblé. Vous avez un problème de financement. Moi, mon client, il veut vraiment vendre. Vous avez un bon profil et tout. La conjoncture est pas super aidante en ce moment. Si vous voulez, je vous donne ses coordonnées. Appelez-le puis testez. Je n'étais pas du tout client du CIC. Je connaissais pas du tout ce monsieur. Je l'appelle, on convient d'un rendez-vous. Je lui pitch tout mon projet. J'étais à 12% de rentabilité brute, pareil, super deal. Mais je lui dis voilà, je sais que dans vos guidelines, il faut mettre un petit peu d'apport. Moi, pour ce projet, actuellement, il y a des trucs qui sont en train de se vendre. Je suis en train d'avoir d'autres rentrées d'argent, tout ça. Mais C'était voilà, light, quoi. on peut pas. Voilà, je ne peux pas mettre d'apport, mais j'ai vraiment envie de faire l'opération. Elle est belle, je suis capable de la gérer derrière, etc. Au fin d'entretien, il me dit écoutez, monsieur Moirou, je préfère vous le dire tout de suite, ce ne sera pas possible. Parce que nous, au CIC, on a des guidelines, on ne peut pas faire d'entorse. Donc, je vais quand même prendre votre dossier, laissez-moi 48 heures pour y réfléchir, envoyez-moi toutes les pièces, ce que vous avez fait, votre chiffre d'affaires, l'évolution, combien vous avez acheté, la rentabilité de votre portefeuille, enfin un peu tout le portfolio si tu veux, mais considérez que ce ne sera pas possible pour moi. Bon là, je sors de CIC, je me rappelle, j'appelle mon père, je dis écoute papa, c'est mort, je suis désolé, j'ai pas de solution, j'ai tout tenté. Puis il me dit bon bah écoute, c'est pas grave, hein, ce sera pour la prochaine fois. C'est dommage d'avoir fait traîner pour le vendeur et tout. C'est pas des sensations qui sont très agréables quand tu peux pas aller au bout d'une OP, surtout quand elle est belle. Puis 48 heures se passent, 48 heures après, il me rappelle. Il dit écoutez, j'ai tout regardé. Franchement, c'est impressionnant ce que vous avez fait. Je suis impressionné par votre parcours. Je sais pas comment vous faites. Faire médecine en même temps, votre activité libérale. D'ailleurs, j'en ai parlé autour de moi. J'ai des gens qui sont venus vous voir en consultation. Vous avez fait une séance avec eux, ils ont arrêté de fumer. J'avoue que voilà, je sais même pas comment vous faites, c'est une discipline que je connais pas du tout. Mais je vais faire entorse à la règle pour cette fois. Si vous êtes capable d'amener 3 000 € pour les frais de dossier bancaire, considérez que c'est bon pour moi et on fait le deal.
Et on a fait le deal avec ce directeur d'agence du CIC. Et pour la petite histoire, derrière, il nous a financé près de 2 millions d'euros d'opérations. C'est beau. Ouais. Donc voilà. Et c'est aujourd'hui un monsieur avec qui on est devenu amis, pour lequel j'ai un grand respect, une grande amitié. Et donc voilà. Comme quoi, des fois, quand on pense que tout est perdu, il y a une petite étoile, une petite chance qui apparaît au milieu de nulle part. Et derrière, ça a fait. C'est même lui qui a financé le centre médical d'aujourd'hui, dans lequel j'ai mon activité médicale, Ok. où je suis propriétaire et tout. Donc voilà, c'était Donc une belle manière de rebondir. un deal qui a failli ne pas passer, mais au final, à Exact. la dernière chance, tu as réussi à enclencher et à Exactement. faire financer. Exactement. Et tu m'avais dit que pendant cette période, tu avais commencé à créer du contenu YouTube. À quel moment, donc tu as commencé, plus à quel moment tu as commencé à te professionnaliser là-dessus, à proposer un accompagnement? Comment ça s'est passé cette dernière casquette de Alors, créateur de contenu? grosso modo, moi, j'ai commencé à créer du contenu quand j'étais en 6e année de médecine, ce qui n'est pas du tout la bonne année pour commencer à créer du C'était en contenu. quelle année? 2021-22 ou plus? Ouais, c'est ça, 2021, je crois. C'est l'année, nous, on a le concours de l'internat en fin d'année, donc OK. c'est une très grosse année en termes de travail. Tu finis la partie généraliste et après tu passes à spécialiste, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, c'est pas vraiment ça, le concours de l'internat. Maintenant, la médecine générale est une spécialité médicale à part entière, OK. mais on est classé sur toute la France. Le premier étudiant, il choisit sa spécialité, sa ville d'études. Puis le deuxième, il choisit tout ce qu'il veut. Puis le dernier, il choisit pas. Et Grosso par modo, curiosité, en général, le premier il prend quoi? Est-ce qu'il y a souvent le même choix qui revient tout le temps ou pas? ouais, alors en général, je pense que si tu fais un tableau des professions les mieux rémunérées, c'est souvent celles qui sont prises en premier. OK. Allez, on va dire radiologue, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier. Voilà, grosso modo, c'est ça. Tu as la cardio qui est très demandée après. Après, tu as l'infectiologie qui est une discipline pas très rémunératrice, mais très noble, qui intellectuellement est très costaud. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est infectiologue. Voilà, intellectuellement, c'est un mammouth. Il est très, très largement au-dessus de moi sur le raisonnement médical. La cardio est très prise, radiologie, médecine nucléaire, cancérologie. Et voilà, après certaines villes, hein, neurochirurgie, c'est pas mal pris, chirurgie cardiaque un petit peu moins. Et puis après, voilà, tu as un ventre mou de la 2 millième place à la 6 millième place, où tu as toutes les spécialités qui sont à l'intérieur. Mais grosso modo, c'est quand même un peu tout le temps la même chose. Du OK. coup, tu sais, au début de ta 6e année, si tu veux radiologie Paris, il faut que tu fasses un top 500, sinon tu l'auras pas. OK Voilà, et tu sais à peu près, parce qu'il y a des stats qui sont donnés. Tu sais l'année d'avant et l'année d'avant et l'année d'avant à quel poste ça a été pris. Et il y a effectivement des exceptions parfois. Il y a des gens qui peuvent faire des spécialités très demandées alors qu'ils n'ont pas fait un bon résultat de classement. Mais tu sais à peu près. Moi, je savais que je voulais faire de la médecine du sport, qui est une surspécialisation de la médecine générale. Donc, il fallait que je prenne générale à Dijon, ce qui n'est pas très demandé. Donc, j'étais pas très inquiet par rapport au concours. J'avais pas une énorme ambition. C'est aussi pour ça que j'ai pu commencer à créer du contenu, etc., etc. OK, donc tu crées du contenu YouTube. Au début, tu as un business model ou c'est juste tu partages de la valeur à fond? Au début, quand même business model. Moi, j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Yomi Denzel, initialement, qui m'a pas mal accompagné, pas mal formé. C'est lui qui t'a dit: «Faudrait que tu te lances» ou c'est toi qui t'es lancé et lui C'est t'a lui qui repéré? m'a convaincu, ouais. OK. C'est lui qui m'a convaincu, puis qui m'a franchement donné beaucoup de conseils au début. Après, dans un objectif de vendre un produit de formation pour faire de l'immobilier, très grand public initialement, assez loin, en fin de compte, de ce qu'on fait aujourd'hui. On est plutôt sur de l'accompagnement, un peu plus haut de gamme et puis surtout plus du coaching que de la formation en ligne. Donc on a fait évoluer le modèle pas mal à cette époque-là, mais c'est comme ça que moi j'ai découvert, voilà, moi je suis pas du tout quelqu'un de réseaux sociaux de base, tu vois? J'avais pas TikTok, j'avais pas Snapchat à cette époque-là, donc j'ai dû me former un peu à tout ça. Je faisais déjà des conférences et de la formation, pas dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'hypnose et de la thérapie, en l'occurrence, où j'étais formateur dans l'école dans laquelle je m'étais formé en 2e année de médecine. Donc je faisais déjà pas mal de conférences, j'animais des formations de 4 jours, de 8 jours, de 12 jours, un peu partout en France à cette époque-là. Donc je connaissais un petit peu comment est-ce qu'on fait pour parler à l'oral, j'avais l'habitude de parler à l'oral, mais c'est pas du tout pareil devant une caméra, quand tu es tout seul, que tu pas un public en face de toi qui répond, qui rebondit sur ce que tu dis. Donc ça a été une grande nouveauté pour moi, ouais. Ça s'est passé comment pour, j'imagine certains de tes clients ou certains de tes ouais, clients en hypnose ou des gens que tu connaissais dans le cœur médical, qui t'ont vu faire des, vidéos immobilières? Est-ce que c'est 2 mondes un peu différents? Ça Ouais, a été pris comment par les gens, dans le secteur médical qui t'ont vu te faire de l'IMO? globalement très mal, OK. quand même, globalement très mal, dans le sens où parler d'argent sur internet, peu importe la profession que tu fais, je pense qu'en France, c'est pas forcément le truc avec lequel les gens sont le plus ouverts. Ouais. Bien que pour notre génération, beaucoup plus, mais pour les vieux, beaucoup moins. Dans la profession
le corps médical, le corps soignant au sens large, c'est-à-dire les gens qui font du soin, heu, voilà, de façade, tout le monde va dire qu'on fait du soin pour soigner. Tu auras jamais quelqu'un qui te dira: «Non, mais moi j'ai fait dentiste parce que, je veux avoir ma Porsche dans le garage et puis en même temps je veux partir en vacances tout le temps» et cetera. En tout cas, personne n'osera le dire, même si c'est peut-être l'intention cachée de certains, même si c'est pas la majorité, bien sûr. Heu, mais c'est pas du tout quelque chose de démocratisé et moi, à titre personnel, ça a pas été bien accueilli de tout le monde. Ça a pas été bien accueilli de mon entourage proche, en tout cas pas tous. Voilà, j'ai eu des histoires folles, hein, de d'amis de mes parents qui, ont fait des scandales, invités chez mes parents en disant: «Mais comment vous pouvez oser laisser votre fils faire Lui était dans la ça?» profession libérale dans la santé aussi? Ouais, exactement. Mon papa est généraliste, OK. ma mère est dentiste, donc les 2 sont profession libérale, donc je connais très, très bien les modèles et puis, du coup, les amis de mes parents étaient beaucoup de professions libérales par effet de conséquence. Non, ça n'a pas été, bien pris de partout. OK, et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Parce que si tu as un alignement des planètes qui te dit: «Ouais, faudrait arrêter», Ouais. sachant que ton premier centre d'intérêt, c'était la médecine puis l'IMO, donc là, on va dire, la création de contenu plus accompagnement, c'était le troisième casquette. Ouais. Pourquoi tu as continué sachant que c'était pas ta top priorité? Déjà à l'époque, je sais pas si c'était pas ma top priorité. Je suis pas sûr que c'était en dessous, au-dessus de ce que je voulais faire en médecine. J'étais vraiment heureux à faire les 2. OK. C'est-à-dire que tu sais, tu as des gens, ils peuvent faire tous les jours la même chose toute la journée, ça leur va bien. Parce que, dans leur psyché, je pense et dans leur plaisir personnel, c'est un truc qui les fait kiffer d'être l'ultra expert d'une matière, de faire tout le temps la même chose. Moi, c'est pas mon cas. Moi, le fait de faire plusieurs choses différentes et notamment, je pense, qui stimulent des aires cérébrales de mon cerveau différents, c'est vraiment non seulement comme ça que je pense être bon dans ces domaines-là, parce que j'ai toujours du plaisir à faire ce que je fais. Et de faire que la fac, que la fac, que la fac, que la fac à 100%, je saturais très vite. De faire que l'IMO, que l'IMO, que l'IMO, que l'IMO, au bout d'un moment, j'en ai plein le voilà, et le fait de faire les 2, c'était vraiment comme ça que j'étais performant, qu'en tout cas, je me sentais à la fois bon dans ce que je faisais et heureux, donc je me disais: «Bah, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire les 2. Fonctionnellement, j'y arrive. Moi, je prends plaisir à faire les 2, donc j'ai continué, j'ai persévéré comme ça. Puis après, le désir du challenge aussi, je suis plutôt un profil de personnalité où quand tu me dis de pas faire, j'ai envie de faire, donc c'est ça qui m'a poussé aussi à continuer, ouais. OK, et pour résumer maintenant sur, l'immobilier, donc au début, tu es arrivé, donc on a vu la première opération puis la deuxième. Ça a été quoi ou c'est quoi aujourd'hui ta stratégie d'investissement? Est-ce que tu es un investisseur plutôt ouvert à différents types d'investissements et selon le bien, tu vas choisir? Ou bien tu dis: «Moi, je fais que ce type de bien dans cette région»? C'est quoi, on va dire, ta thèse d'investissement? Moi, je suis ouvert à tout type d'investissement, mais on va dire qu'en grande majorité des cas, j'ai des sortes de guidelines ou de valeurs que je vais, volontairement viser. Par exemple, aujourd'hui, un bien immobilier où il y a rien à faire dedans, ça m'intéresse pas. Parce qu'il Rien faut à ça faire, c'est quoi? Pas de travaux? pas forcément de travaux, en tout cas pas d'optimisation. OK. Il faut savoir que dans l'immobilier et il y a une énorme confusion quand on compare par rapport à la matière finance, quand on compare par rapport aux crypto-monnaies, au private equity et cetera. On n'a pas qu'une rentabilité, on a plusieurs rentabilités. On a la rentabilité locative, je prends mes loyers mensuels, je multiplie par 12, je divise par le coût d'achat de mon bien. Ça, c'est la rentabilité sur les loyers. Ouais. Mais on gagne aussi de l'argent avec l'appréciation de la valeur de mon bien immobilier. C'est-à-dire que moi, je l'ai acheté 150, l'année prochaine, il vaut 154, 159, 160, et cetera, et cetera. Ce qu'on va appeler la rentabilité patrimoniale. Heu, Cette rentabilité patrimoniale, elle va fortement être augmentée si je travaille mon bien. Je te donne un exemple, j'achète 100 000 €, je fais 50 000 € de travaux, coût de l'opération 150, valeur sur le marché 200. Ça, c'est toute la beauté de l'immobilier, c'est qu'on peut améliorer, bonifier notre actif. Alors, il y a plein de façons qui existent. On peut changer la destination, transformer un local commercial en de l'habitation, parce qu'il y a plus de demandes pour l'habitation, ou l'inverse est également possible, même si ça se fait moins. On peut faire des travaux d'embellissement, on peut faire des gros travaux, on peut faire de la démolition pour de la reconstruction, c'est-à-dire quasiment faire du neuf. On peut créer une chambre supplémentaire, on peut au contraire changer le mode de location, passer OK. d'une location simple à de la colocation. On peut faire de la transformation, de la division. J'achète un grand T3, je le divise en 2 T2. Il y a plein de modèles d'opérations dans l'immobilier qui vont te permettre d'augmenter la valeur de chacun de tes mètres carrés. Donc, je peux acheter 100, faire 50 de travaux et que le jour où j'ai fini mes travaux et où je mets mon locataire dedans, ça vaut 200. Ça, c'est possible. Et c'est vraiment comme ça que dans l'immobilier, on va progresser vite parce que le jeu de l'immobilier, c'est un jeu de dette.
la beauté de l'immobilier en France, elle ne se fait que par l'effet de levier bancaire. Avec les taux fixes qui aident beaucoup. Exactement, et des taux bas et des capacités à mettre très peu d'apports comparativement à nos homologues anglo-saxons, par exemple, qui mettent beaucoup plus d'apports. Où j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un ami à moi qui est à Dubaï, qui est une destination très à la mode en ce moment. À Dubaï, la banque te demande 40% d'apport. Taux variable ou toi aussi du taux fixe? Et je crois que c'est du taux variable, si je ne dis Ok. pas de bêtises. Donc c'est un peu la merde pour nous quand on fait de l'immobilier, parce que c'est pas du tout facile à gérer. En France, les guidelines aujourd'hui, c'est 10% du coût total du projet et un taux fixe. Aujourd'hui, on est autour des 3%, entre 2,5 et 3%, un peu plus que ça en fonction des banques, en fonction des types de prêts. On a du prêt IMO particulier, on a du prêt IMO pour les professionnels qui sera un peu plus cher. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait que moi, mes loyers, ils vont continuer d'augmenter continuellement. Parce qu'il faut savoir que les loyers sont indexés sur une variable qui suit l'inflation. A priori, l'inflation, c'est pas demain qu'elle va baisser et qu'on va rentrer dans une période économique déflationniste, mais plutôt inflationniste. Donc moi, depuis les 2 dernières années, par exemple, mes loyers ne font qu'augmenter. Mon taux est le même, donc c'est-à-dire que le coût de mon bien est le même, il est fixe. Le coût d'entretien de mon bien est le même, il est fixe. Par contre, mes loyers ne font qu'augmenter. Ce qui veut dire que mon parc augmente de par sa valeur locative, mais comme il est valorisé en fonction de son loyer, puisque tu peux vendre un bien immobilier pour y vivre, mais aussi comme un placement. Mais du coup, si les rentrées d'argent, admettons les dividendes de ton action, pour faire un parallèle avec la bourse, augmentent, bah, mécaniquement, souvent, la valeur de ton action va Exact. augmenter aussi. C'est pareil dans l'immobilier, c'est le même mécanisme. Donc, ce qui fait que si je mets 10 000 sur la table pour acheter un bien à 100 000 euros, ce bien à 100 000 euros me rapporte 10% de rentabilité locative. Bah, ça veut dire qu'en fait, je fais 100% de retour sur mon capital. Puisque je mets 10 000, ça me rapporte 10 000 euros par an. Allez, je vais déduire les intérêts, je vais déduire la taxe foncière, etc., etc. Même si tu perds avec 40%, ça te fait quand même 60% de retour sur investissement, de retour sur capital. Uniquement avec le loyer. On prend Exactement. en compte l'appréciation de l'actif. Exactement. Exactement. Donc c'est énorme, c'est imbattable. Pour moi, on ne peut pas s'enrichir aussi vite qu'en faisant de l'immobilier locatif. Évidemment, c'est plus complexe. Évidemment, ça demande plus de temps. Ça se rapproche quelque part d'une matière entrepreneuriale plus qu'un placement. Quand tu le fais comme ça et de la manière dont, en tout cas, nous, on l'enseigne à l'intérieur de nos accompagnements. Mais franchement, on ne peut pas s'enrichir plus vite, je pense. Ok. Et tu as testé un peu du marchand de biens, acheter, revendre rapidement? Un petit peu, je l'ai fait sur quelques opérations. C'est des opérations qui prennent plus de temps. L'opération assez classique quand on débute, c'est de faire ce qu'on appelle un aller-retour en résidence principale, puisque jusqu'à présent, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, l'impôt sur la plus-value des résidences principales est égal à 0. On est exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc, tu achètes ta résidence principale, tu vis dedans quelques temps, ensuite tu la revends en essayant de générer une culbute. C'est un peu une opération d'achat-revente déguisée. Il ne faudrait pas que le fisc nous entende dire ça, mais grosso modo, c'est quand même une manière aussi de s'essayer Exact. de façon plus safe, plus facile à financer sur une opération d'aller-retour, d'achat-revente. C'est une typologie d'opération qui demande plus de temps. La clé pour réussir quand on fait du marchand de biens, c'est de ne pas faire de travaux. C'est d'acheter moins cher que le prix du marché. Pourquoi pas de diviser, de découper et ensuite de revendre en allant chercher 20 points de marge, 25 points de marge, 30% de points de marge. C'est un modèle qui convient bien pour faire du cash rapidement, ce qui moi, n'est pas trop ma volonté. Moi, mon objectif, c'est d'élargir mon assiette patrimoniale de plus en plus. Donc, je l'ai fait. Je l'ai testé plusieurs fois. C'est un modèle que j'ai beaucoup poncé. Il y a des très bonnes vidéos sur YouTube sur le sujet, des très bons bouquins sur le sujet. Voilà pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus. Mais je pense que c'est une vraie activité professionnelle à part entière. D'ailleurs, c'est un statut. Il faut le faire sous forme d'une société. Il y a des responsabilités, des garanties qui y sont inhérentes. Moi, je ne suis pas prêt à y consacrer le temps nécessaire aujourd'hui. Ça demande quand même, je pense, plus de temps, plus d'investissement que ce qu'on peut faire dans du locatif. Ok. Donc là, sur le locatif, tu m'as dit que tu avais une 120, 122, je crois. L'eau, ouais, c'est ça. Comment tu fais pour constamment avoir un deal flow qui rentre? Parce que sur 122 l'Octa, j'imagine que tu as étudié plus de 122 dossiers. Donc, Exact. comment tu fais pour étudier d'où te viennent ces deals? Est-ce que ils viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui vas le chercher? Comment ça se passe pour avoir ces opportunités qui arrivent? Alors déjà, sur les 122 lots, moi, j'ai acheté quasiment que des immeubles. Ok. Donc au final, sur 122 lots, ça représente 25 OP, 30 OP, grosso modo. Puisque rapidement, on se rend compte que dans l'immobilier, ce qui est assez difficile, c'est la banque. Quand même, trouver le deal, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais de le financer, on se rend compte rapidement qu'il faut quand même déployer de l'énergie, des stratagèmes, une optimisation pour le faire. Donc, quand on peut en acheter 4 d'un coup, c'est plus facile que d'en acheter un par un.
Et évidemment, si j'avais dû en acheter un par un 122, j'en aurais pas du tout 122 aujourd'hui. Donc, pour aller sur cette typologie d'actifs, il faut déjà avoir conscience qu'il faut avoir une approche professionnalisante. Tu peux pas te pointer à la banque et dire, voilà, j'ai acheté un appart, deux apparts, trois apparts, je veux acheter un immeuble et arriver en survette, en retard, en connaissant pas tes chiffres, en sachant pas ce que c'est une rentabilité nette de net, en sachant pas quel cash flow tu vas avoir sur ton opération, parce que jamais le banquier te prête 1 € si tu n'es pas capable de maîtriser correctement ton dossier. Est-ce que tu es arrivé en rendez-vous avec le banquier et tu étais plus technique que le banquier? Parce que Largement. je sais que sur le parti donc mobilière, donc actifs financiers, il y a beaucoup de banquiers, de banques de particuliers, donc je compte pas les banques privées, Oui, mais sur les banques de particuliers, il y a beaucoup de banquiers qui sont à la rue, pas tous, mais beaucoup qui sont à la rue sur des actifs assez simples, comprendre en détail des actions, des ETF. Sur la partie immobilier, moi, j'y connais un peu moins, mais je te pose la question, est-ce que tu as eu des discussions avec des banquiers où ils étaient vraiment à la rue? ah bah, je me rappelle d'une visioconférence avec une banque dont on a déjà abordé le nom dans ce podcast, où je devais présenter mon dossier parce que tu as des banques de réseau, c'est-à-dire où tu as un directeur d'agence au sein de la banque et une certaine délégation d'enveloppe, c'est-à-dire jusqu'à X centaines de milliers d'euros de prêts, c'est lui qui valide. Pour certains dossiers où il n'y a pas trop d'endettement, c'est lui qui valide. Après, ça passe en commission. Moi, la banque que j'ai en tête en question, c'est une banque nationalisée. Donc, ce qui veut dire que le petit directeur d'agence, il a zéro pouvoir. Chaque dossier est étudié dans une commission régionale ou nationale en fonction de la taille du dossier et du profil de l'emprunteur. Et là, je me rappelle de ce moment où j'ai présenté une opération d'un immeuble à plus de 10% de rentabilité brute. Encore une fois, une très très belle opération, facile, etc., à un groupe de banquiers dont une bonne partie était parisien. Ok. Et quand je leur ai présenté le truc, ils m'ont dit, non, monsieur Marot, redescendez sur terre. Si des opérations comme ça existait, vous vous doutez bien que nous, les premiers, on en aurait acheté. Et là, je les ai regardés, je leur ai dit, mais vous pensez que c'est une fausse opération ou... Non, non, mais bon, vous Connaissez comprenez mal nos quand même que chiffres vos ou... chiffres, ils posent question. Et j'ai envoyé tous mes justificatifs et tout. Et cette banque m'a financé cette opération, mais c'est pour te dire, quoi. Je me rappelle, il y avait 3 banquiers autour de la table qui étaient, mais comment est-ce que vous pouvez avoir 2 fois plus de loyer que de mensualité de crédit à la fin? Mais, enfin, monsieur Marou, C'était une opération d'Outet en Bourgogne ou c'était une opération en exactement. Moi, j'ai Île-de-France? quasiment tout acheté vers chez moi. Ok, J'ai tout acheté entre Dijon et Lyon, ok. grosso modo. Donc, évidemment, on a des rentabilités locatives qui sont plus importantes pour certains fondamentaux économiques dont on pourra aborder la technicité. Mais si tu veux, la plupart des banquiers, et encore plus dans les grands vies, n'y connaissent rien de rien de rien. Ok. Mais vraiment rien, quoi. Donc, il faut se dire qu'un banquier à qui je vais pitcher mon projet, il va prendre les chiffres, il va prendre mon dossier, il va rentrer ça dans un dossier informatique avec un scoring bancaire qui va m'analyser moi, mon profil emprunteur, un autre logiciel qui va analyser mon opération et c'est l'ordinateur qui dit dit oui, drapeau non. rouge, drapeau orange, drapeau vert. Drapeau rouge, c'est mort. Drapeau orange, ça se négocie. Drapeau vert, let's go. Exactement. Ok. Et tu as parlé du scoring bancaire, c'est un terme qui revient souvent aux US, parce que Ouais, ils sont bah, je crois qu'ils peuvent même avoir accès à leur scoring. exact, ouais. En Nous aussi en France, France, hein. ok. En France, bah, ça se sait un peu moins. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi le scoring bancaire et comment on peut l'optimiser? Grosso modo, le scoring bancaire, tout le monde ne le sait pas, mais dans chaque établissement dans lequel vous êtes scoré. Le scoring est assez commun en fonction des établissements bancaires. Ça se base sur les mêmes fondamentaux. On analyse les mêmes choses. Montant des revenus, taux d'épargne, montant d'économie, taux de charge fixe, situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes marié, célibataire, avec enfant, sans enfant? Il y a toute une grille. J'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Et en fonction de ça, ça va donner une note emprunteur. Et on sait que la banque, elle aime prêter à des gens qui ont de faibles dépenses, qui ont de grosses économies et qui rapportent beaucoup de sous à la banque, qui consomment du téléphone, de l'abonnement de télé, de la box internet, qui ont beaucoup de comptes, qui ont beaucoup de flux, etc., etc. C'est bien pour ça que souvent la banque, elle va vous dire, ah bah écoutez, monsieur Moiron, on peut vous suivre sur l'opération, mais il faudrait jouer le Contrepartie, jeu, ouais. mettre des comptes chez nous, de l'épargne, une assurance vie, un PEA, un truc. Parce que la banque, dans son scoring, ça compte énormément. Donc, elle va regarder ça pour savoir si elle te prête ou pas. Et il peut y avoir des drapeaux rouges à ce moment-là. Je te donne un exemple. À découvert sur les 3 derniers mois, c'est drapeau rouge. Voilà. Il y a eu un de tes comptes duquel tu vas envoyer tes relevés à la banque, sur lequel tu as été un petit peu en dessous de zéro. C'est drapeau rouge. Fichier Banque de France, c'est drapeau rouge. Tu n'auras jamais aucun crédit. Taux d'épargne égal à zéro, c'est très souvent drapeau rouge. Il y a certaines banques où, voilà, si tu n'as aucun prêt, que tu es vierge d'endettement, que tu es primo-accédant, que c'est ta résidence principale, tu vas avoir accès à du taux zéro, tout ça.
même si tu as un taux d'épargne quasiment égal à zéro, ils te suivent quand même pour ta résidence principale pour du locatif. Impossible. Donc voilà, il y a 2-3 trucs sur lesquels il faut se concentrer. Il y a une grille, hein. Moi, j'en avais fait un document Excel, je l'avais partagé sur YouTube. Vous pouvez taper scoring bancaire Timothée Moirou, vous allez tomber dessus, c'est très facile. Et c'est à peu près la même dans toutes les banques. Est-ce que selon la profession, ça va changer? Est-ce que tu as un statut indépendant, chef Bien d'entreprise, sûr. profession libérale? Ça va être quoi un peu le scoring par type Bien de sûr. profession? Le top du top pour un banquier, c'est profession libérale de santé. Je Ok, pense que c'est difficile de faire mieux. Et c'est là où moi, je suis en grands avantages avec la profession que j'exerce, forcément, pour faire du crédit immobilier. Derrière, on va avoir CSP+, c'est-à-dire salarié en CDI qui va gagner plus de 4 000 € par mois, ou en 3 500, 4 000 € par mois. Ça, c'est le top du top pour la banque. Fonctionnaire, c'est très bien aussi, ok. qui peut être considéré comme du CSP+, en fonction de s'il est cadre, assimilé cadre supérieur. Ensuite, on va avoir les salariés plutôt classe moyenne, des gens qui gagnent entre 1 800 et 2 500, 3 000 € par mois. Ensuite, on va avoir les salariés qui gagnent moins de 1 800 € par mois, moins de 1 700 € par mois, aux alentours du SMIC, grosso modo, et les auto-entrepreneurs. Chef d'entreprise, c'est un petit peu mieux, c'est comme un bon salarié pour le scoring bancaire, même si toutes les banques ne sont pas très ouvertes à ça, et ça va dépendre de l'ancienneté des revenus qui vont beaucoup compter. Quand on est en entreprise, les banques vont demander une stabilité de revenus. Donc, ils vont demander des chiffres stables, des fois un bilan, des fois deux bilans, des fois trois bilans pour l'entreprise. Et ce n'est pas les meilleurs profils. Et puis, en dernier, vraiment, on a les consultants. Voilà, en auto-entreprise, consultant avec un coût à 3 000 € de facture, un coût à 2 000, un coût à 6 000, un coût à 2 000. Ça, le banquier déteste. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est la stabilité. Il faut se dire que le banquier, c'est le mec le plus bon père de famille que tu peux trouver. Donc lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un avec des revenus stables, qui a des bonnes petites économies dans un livret A, facilement accessible dans la banque, qui a coudou ses comptes dans un banque et non pas dans une banque en ligne. S'il a un compte sur eToro, ça va pas lui aller non plus. Enfin, je te donne des exemples, c'est des clichés, hein, mais grosso modo, c'est un peu ça. Et si il peut payer énormément de frais bancaires, c'est le top du top. Voilà, parce Ouais, que lui, c'est clairement le mec à qui on peut prendre beaucoup, sur lequel on sait que si un jour ça se passe mal, il va taper dans ses économies, ou nous, on pourra taper dedans en tant que banquier pour récupérer la mise qu'on lui a prêtée. Donc ça, c'est le client roi. Ok. Et on avait parlé des drapeaux rouges, drapeaux orange, drapeaux verts. Pour Ouais, revenir sur le drapeau orange, tu as cette zone de négociation bien sûr. où c'est moyen, mais si on négocie, on joue un peu le jeu, ça peut se faire. Comment on fait pour entretenir une bonne relation avec un banquier pour passer ce zone orange à cette zone verte? C'est quoi toi, tes bonnes pratiques que tu fais pour être toujours, on va dire, dans le vert avec ton banquier? Je te donne un exemple pour contextualiser. Quand j'ai financé les locaux donc, du centre médical dont je suis propriétaire et auquel j'exerce à l'intérieur, euh, j'avais besoin d'1,5 million d'euros, tout faire. Et j'étais prêt à mettre 60 000 € d'apport. Autant dire que ça ne rentre pas dans les guidelines du banquier et autant dire que là, j'étais sur un dossier drapeau orange. Le Ok. projet est cool, il y a une rentabilité qui est très bonne derrière. C'est un projet qui nous parle, dans lequel on veut être acteur pour la banque qui m'a financé ce projet-là. Mais l'apport, ça va pas et ça en fait un drapeau orange. Vos revenus sont bien, il y a un beau projet derrière, enfin, votre profil est super intéressant, pas de souci, mais c'est un vrai objectif de négociation. Ok, monsieur le banquier, je me rappelle de cet entretien avec ce directeur d'agence. Comment est-ce que moi, je peux vous apporter quelque chose qui pourrait vous convaincre derrière de me financer ce projet? Bah moi, monsieur Moirou, vous voyez, si j'avais certains des gens qui vont s'installer dans cette maison de santé qui deviennent clients chez moi, j'aurais un intérêt double à vous financer le projet. Ok, bah, ce que je suis prêt à faire, c'est que je suis prêt à m'engager à vous obtenir 15 rendez-vous. Je peux évidemment pas vous faire en sorte que ce soit des clients, mais je peux vous obtenir 15 rendez-vous avec 15 professions libérales de mon cercle de réseau proche. Ce sont des gens voilà, qui ne connaissent pas trop à la banque, qui sont ouverts à changer de banque pour renégocier certains trucs, etc. Je suis prêt à vous négocier les 15 rendez-vous et je m'en porte garant. J'ai négocié les 15 rendez-vous et sur les 15, il y en a plus d'une dizaine qui sont devenus clients de cette même banque. Et c'est un des leviers qui m'a permis de financer cette opération. 1,5 million d'euros, 60 000 € d'apport. À la fin, c'est toujours du commerce, tu as une personne en face, C'est c'est du quoi ses commerce. intérêts? Exactement. Exactement, c'est du commerce. Et puis après, il faut avoir conscience que le banquier qui est en face de soi, c'est pas lui qui a les cartes. C'est-à-dire que quand le banquier vous dit non, je peux pas financer, c'est pas qu'il veut pas financer. C'est que chez BNP Paribas, chez Crédit Mutuel, chez CIC, chez Société Générale, le siège national donne des recommandations.
Nous, on veut des dossiers qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. S'ils rentrent dans les cases, c'est drapeau vert, on finance sans trop de sujets. S'ils rentrent pas dans toutes les cases et qu'il y en a certaines peut-être qui se discutent, c'est drapeau orange. Si ça rentre pas dans les cases, c'est drapeau rouge. C'est-à-dire vous pouvez dire non sur le dossier. Pas la peine de le faire monter en siège. Dans tous les cas, ce sera non. Et du coup, quand c'est drapeau orange, comment ça se passe? Donc, il y a une discussion, on essaie de négocier et c'est lui qui va prendre la décision, ou bien ça monte à un comité, le comité décide, oui, non, et fin de l'histoire. Deux niveaux. D'abord, le conseiller peut dire ah, écoutez, monsieur Moirot, voilà, je dois vous dire que ça manque un petit peu d'apport par rapport à ce qu'on demande aujourd'hui au niveau du siège, tout ça. Est-ce que vous pouvez faire un petit effort? Est-ce que vous pouvez aller gratter des fonds de tiroir? Est-ce que vous peut-être liquider certains placements financiers? Ou peut-être que vous pouvez transférer des choses chez nous? Voilà, j'ai vu que vous aviez un compte titre chez Trade Republic, chez De Giro, chez eToro. Voilà, il y a 30 000, 40 000 euros dessus. Nous, si vous le mettez chez nous, c'est vraiment un argument pour moi pour négocier pour votre dossier au niveau du siège. Et donc, le dossier orange peut basculer en dossier vert parce qu'il y a une contrepartie. Ça, c'est le premier point. Et des fois, ça m'est arrivé de dire au banquier, non, je ne peux pas faire mieux. Est-ce que vous pouvez quand même le présenter au comité? Il le présente quand même au comité. Il le défend du mieux qu'il peut, parce qu'il faut savoir qu'un banquier, il est souvent indexé sur le nombre de dossiers qu'il va faire. Il a des objectifs à remplir chaque année. C'est comme un commercial. Il faut qu'il vende de l'argent. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Ou des fois, on a un retour du comité qui dit, ça m'est arrivé avec la Société Générale en l'occurrence, on ne peut pas financer dans ces conditions. Par contre, si M. Moirou ouvre un compte pro, un compte perso chez nous et qu'en plus il rajoute un petit peu plus d'apport, là, on est prêt à y aller. Ok. Et sur tes investissements immobiliers, comment tu as fait pour structurer tout ça en termes de cadre juridique? SCI, est-ce qu'il y a eu d'autres structures? Comment tu as structuré vraiment l'investissement en professionnalisant la chose? Alors, tout ça, c'est mis en place petit à petit, mais j'ai quasiment toujours acheté via une SCI. À l'IS, avec volonté de pouvoir jouer sur le déficit foncier, qui est un gros avantage quand on fait de l'immobilier, avantage qui est très utilisé par les grandes fortunes, mais par n'importe quel chef d'entreprise, en fin de compte, puis n'importe quel investisseur. Donc, SCI à l'impôt sur les sociétés, avec un IS à 15% en dessous de 38 120 euros, je crois, à 25% au-delà. Voilà un taux réduit qui est intéressant quand on fait de l'immobilier. Aller générer du cash flow, ça se fait bien, mais du cash flow, c'est pas du bénéfice. C'est pas la même chose. Aller générer du bénéfice et en générer plus de 40 000 euros par an, au début, tu le fais pas. Donc, ce qui fait que tu as naturellement un taux d'impôt qui est assez faible. Et comme moi, j'avais volonté de réinvestir mes gains et que j'avais pas du tout besoin de cet argent pour vivre, ben voilà, l'objectif d'une société, c'est que tant que tu lègues l'argent à l'intérieur, la fiscalité est assez douce. À l'heure où on tourne cette vidéo, il y a des vraies discussions autour de ça en ce moment. Et comme c'était ma volonté, c'était la volonté, en l'occurrence de mon papa avec qui on investissait, qui était plutôt de préparer sa retraite et moi de préparer mon avenir futur, mais pas dans l'immédiat, on a toujours investi via SCI à l'IS, plusieurs SCI à l'IS, plusieurs SCI dans plusieurs banques différentes. À un moment donné, on a décidé de réunir tout ça sous forme d'une holding patrimoniale qui aujourd'hui est propriétaire de toutes ces SCI. Ok. Et je t'avais entendu dans un autre podcast, tu disais une SCI par banque. Exact. Pourquoi? Parce que grosso modo, le banquier, il ne veut pas mélanger ses garanties avec d'autres banquiers. Voilà, Et ça, comment tu l'as su? C'est un banquier qui t'a dit Exactement. le meilleur type, c'est ça? Exactement. Ok. C'est un banquier qui m'a dit si vous pouvez éviter qu'on ait à discuter avec d'autres banques, ça nous va bien. Ok. Sauf que nous, les banquiers, on pense toujours que ça va mal se passer. Et c'est comme ça que raisonne la banque. C'est un gestionnaire de risque, en fin de compte. Donc, nous, on se dit OK, vous avez une SCI A qui est chez BNP Paribas pour lequel vous avez 600 000 euros d'encours. Là, vous venez nous demander 300 000 euros d'encours supplémentaires dans cette même SCI. Mais on sait que derrière, on va prendre une hypothèque sur le bien. Derrière, on va aller saisir des cautions perso. Mais si ça se passe bien, c'est pas que pour si ça se passe pas bien, pardon, c'est pas que pour un investissement que ça se passera pas bien. Ce sera pour la société. Et une fois qu'on aura saisi les hypothèques, il va falloir saisir les cautions perso que vous avez données sur vos comptes perso, etc. Bah moi, à la caisse d'épargne, j'ai pas envie de faire une réunion avec mon homologue de la BNP pour dire comment on s'organise pour prendre parce qu'il est en, je sais pas, en liquidation, en ceci, cela. On déteste ça. Donc, faites une SCI par banque, comme ça la SCI est vierge de tout endettement quand elle arrive chez nous. On connaît la SCI de A à Z et on n'a pas des comptes un petit peu à droite, des comptes un petit peu à gauche, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de tout savoir sur ce qu'il y a dans toutes vos sociétés. Ok. Et quand tu crées la SCI, donc, est-ce que la création de la SCI, comment ça se passe? Donc, tu crées la SCI, boum, t'enclenches avec la banque ou tu dois faire des premières petites opérations? Comment ça se passe avec Non, tu peux enclencher la SCI et puis passer directement à la banque. Ce que regarde la banque, c'est l'opération, l'emprunteur. Ok. Mais l'emprunteur, que ce soit toi sous la SCI Trucmuche ou toi sous la SCI X,
c'est pareil, c'est toi l'emprunteur. OK. Et au niveau de la holding, comment vous avez structuré ça? Il y avait déjà des holdings et après vous avez ajouté à la holding ou directement holding puis SCI? Non, nous, on a eu SCI d'abord, OK, différentes SCI, et ensuite, on a créé une holding qui a racheté les parts de cette SCI. Enfin, on OK, a apporté les parts à notre holding, exactement. OK. Et donc là, tu m'as dit que tu avais investi avec ton père sur Ouais, toutes les OP? ouais. Et comment ça se passe? Que souvent, il y a des personnes qui veulent Quasiment, j'ai fait une OP en perso, j'ai fait quelques OP avec d'autres membres de ma famille aussi, avec des amis, j'en ai fait une ou deux, mais on a quasiment tout fait ensemble, ouais. OK. Et comment ça se passe au niveau des packs d'associés? Parce que j'imagine pour l'instant ça se passe bien, tu as pas eu de conflit d'associés. Mais sur des investissements où il y a, je sais pas, l'investissement se passe mal, conflit d'associés, pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques de bien faire un pack d'associés quand tu fais de l'investissement IMO? Alors déjà, quand tu as une SCI, il faut savoir que les associés sont indéfiniment responsables des dettes de la société. Donc demain, on fait une SCI tous les deux. Toi, demain, tu me dis: «Ouah, putain, c'est, Mélenchon et les filles», enfin, je sais, un parti politique que tu vas pas apprécier, avec une forte taxation, qui veut taxer les riches, les gens qui ont du patrimoine, taxer les capitaux. On en parle pas mal en ce moment. Heu, Moi, Tim, je me barre, je te laisse gérer la SCI. Tu t'en vas en Thaïlande. Tu me dis: «Bah, moi, tu gères la SCI». La SCI, je sais pas, on a une carence de locataires, il se passe un truc, il faut qu'on paye le loyer nous-mêmes, la mensualité de crédit. Toi, tu me dis: «Bah, écoute Tim, moi, je suis en Thaïlande, C'est je ne ton veux pas problème. payer, c'est pas mon problème». Bah, c'est moi qui suis solidaire. Si moi, je suis toujours en France, la banque, si elle peut pas saisir ta caution parce que tous tes comptes sont en Thaïlande, elle va tout saisir sur moi. OK. Donc il faut savoir que être associé dans une société civile immobilière, c'est un mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Pour cadrer un peu ça, on peut effectivement faire un pacte d'associés, mais attention, c'est pas ça qui va enlever le fait d'être indéfiniment responsable et solidaire de la totalité des dettes de la société. Donc on fait un pacte d'associés pour cadrer les choses. Qui fait quoi? Est-ce que s'il fait quelque chose, il est rémunéré? Est-ce que celui qui apporte du compte courant, il est rémunéré? À quel niveau ce compte courant est rémunéré? Etc. etc. Mais dans tous les cas, il faut quand même se dire que quand on s'associe en SCI avec quelqu'un, ça reste un engagement de long terme et il y a une co-responsabilité. OK. Et donc là, sur tes investissements immobiliers, donc tu as plus de 120 lots, beaucoup d'appart. Ouais. Comment tu fais pour, gérer tout ça? Est-ce que tu as délégué? Est-ce que tu fais en interne? Comment ça se passe cette gestion? Alors, on a toujours fait en interne, on a toujours eu, une assistante administrative qui a changé au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est ma femme, qui s'occupe de toute cette partie gestion, qui gère à la fois les travaux. Alors aujourd'hui, on a un technicien, quasiment à temps plein qui fait l'entretien des apparts, des dépannages de OK. plomberie et cetera. On s'est structuré parce qu'au vu du nombre de lots, bah, on avait, un besoin de travaux qui était un petit peu constant, puis comme on en achète souvent aussi. Mais en l'occurrence, c'est aujourd'hui ma compagne qui fait toute la gestion locative et la gestion comptable, Et là, il fait de toute des cette études pour SCI. faire ça ou rien à voir? Pas du tout. Elle OK, est esthéticienne de formation. OK. On a eu notre premier enfant. Elle a revendu sa boutique dont elle était propriétaire pour prendre un petit peu de temps avec les enfants et puis les choses se sont fait assez naturellement. Un jour, on s'est dit: «Bah, tiens, si tu venais m'aider un peu à gérer». Moi, j'avais une collaboratrice qui partait à cette époque-là, qui s'occupait de la gestion, locative. Puis elle a commencé à reprendre une petite partie du portefeuille et puis aujourd'hui la totalité. OK. Et sur tes investissements IMO, c'est 100 dans ta région ou tu as, je sais pas, un petit peu à l'étranger? Comment ça se passe? 100 dans ma région. OK. Et C'est 100 à moins d'une heure de chez moi. OK. Et tu as essayé de faire ailleurs ou à chaque fois tu t'es dit: «Red flag, je maîtrise pas, je contrôle pas, je tente pas»? Jamais. OK. Jamais essayé. Pour l'instant, j'en ai pas du tout envie. Et OK, ça marche. Pas du Et tout. À l'étranger, à l'étranger, en tant que résident fiscal français, l'intérêt franchement, il est pas dingue. Je vais pas profiter de cette fiscalité étrangère. Dans tous les cas, mes revenus sont imposés en France et je suis résident fiscal français. Il faut y aller, il faut gérer, il faut trouver. C'est des marchés que je connais pas, j'ai pas le carnet d'adresses. L'immobilier, tu c'est repars un peu de avant. zéro, quoi. Bah, ouais, c'est ça, ça a pas grand intérêt pour moi. OK. Et tu vois, on avait parlé que quand tu construis une relation avec un banquier, faut toujours un peu un jeu de: «Tu me donnes ça, je te donne ça» et cetera. Exactement. Du donnant-donnant, du Ex win-win. exact. Et souvent, tu vas avoir le banquier qui va dire: «OK, tu as le PEA chez, Trade Republic, Ouais, tu me l'envoies». ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais au niveau de tes autres investissements hors, IMO? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, tout dans les banques. OK, Donc effectivement, je me fais exploser en frais, mais c'est le c'est nerf le de la jeu, ouais. guerre. Moi, j'utilise, l'investissement, financier, PEA, compte titres, j'ai plusieurs comptes titres, des comptes à terme pour nos quand on a un peu de trésor dans nos SCI, par exemple, on fait des comptes à terme. Voilà, aujourd'hui, on nous propose du 4 grosso modo pour des comptes à terme. C'est pas incroyable.
Mais nous, on l'utilise comme levier pour aller générer de la dette derrière pour faire plus d'immobilier. La carotte avec le banquier, quoi. Exactement. C'est vraiment purement et simplement de la carotte et près du placement de trésorerie. OK, et au niveau des actifs que tu choisis, tu vas avoir quelle stratégie sur ton PA ou ton compte titre? Une stratégie un peu plus agressive ou une stratégie vraiment, très défensive avec des ETF? Je sais pas, Très défensive. OK, Très défensif, très bon père de famille. De manière générale, que ce soit de l'immobilier, de la finance ou quasiment en fait tout ce que je fais dans la vie, moi je travaille comme un paysan. Donc moi, d'acheter un lopin de terre à l'autre bout du monde parce que peut-être sur ce lopin de terre, on va construire un hôtel de luxe et que tu revendras le terrain, ça me fait pas du tout rêver. J'ai pas du tout tu sais, cette attirance pour l'objet brillant. OK. Donc voilà, je suis pas du tout un mec qui va mettre une grande partie de son portefeuille dans des petites cryptos, des trucs prometteurs, tout ça, faire du trading, ça correspond pas du tout à ma personnalité, je suis pas du tout à l'aise avec ça et puis je suis pas du tout compétent pour faire ça. Mais par contre, de faire petit à petit, avoir une stratégie de DCA sur des actifs, les actions à dividendes, les aristocrates dividendes, les kings dividendes, tout ça, ça me parle beaucoup plus. OK. Et une stratégie diversifiée au niveau des ETF également, du MSCI World, enfin voilà, des trucs qui me paraissent, assez safe et où je peux, comme un paysan, travailler ma terre petit à petit. Alors, effectivement, toutes mes terres sont autour de chez moi, mais ça correspond très bien avec ma personnalité. Et tu as un peu de crypto avec du BTC ou zéro? Que du BTC. OK, et quand tu présentes ça à ton banquier, qu'est-ce qu'il te dit? Comme c'est une très grande minorité de mon portefeuille, en plus, le C'est BTC, je anecdotique. l'ai que en perso. OK. On n'en a pas dans nos sociétés ni quoi que ce soit. On n'en a pas dans la holding qui est un peu notre poche à cash, si tu veux. C'est mineur, hein, c'est quelques milliers d'euros. Allez, ça doit faire peut-être 10 000 € aujourd'hui avec le prix du BTC actuel. Donc, Ouais, c'est très c'est vraiment peanut. anecdotique. Ouais, OK, c'est vraiment et au peanut. niveau de tes actifs financiers, donc compte titre, PEA et cetera, tu l'utilises un peu comme pour faire du lombard sur de l'IMO ou sur d'autres projets ou pas? Aujourd'hui, non. Franchement, je ne l'ai pas utilisé pour faire du lombard. Déjà parce que j'en dépense un peu trop en apport. OK, Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis dans une période où je suis en train, comme le disait monsieur Tapi à l'époque, de travailler ma capacité de production plus que ma production. OK, Donc aujourd'hui, on est dans une démarche d'arbitrage. On a revendu quelques biens immobiliers, on a restructuré les choses différemment. On a vendu les biens immobiliers qui sont très chronophages en termes de temps de gestion. On a fait des derniers investissements plutôt sur des locaux commerciaux, chose qu'on faisait un petit peu moins avant. Donc je suis plus dans une période de restructuration où je commence un peu plus à laisser de la trésorerie sur des comptes à terme, sur des CTO, à mettre à titre perso un peu plus d'argent sur mon PEA parce que ça me fait chier, c'est bloqué, donc je peux pas le mettre en apport pour un deal immobilier, mais je sais que c'est aussi valorisant vis-à-vis de la banque. Donc, on commence à être sur cette stratégie un peu plus mature, où comme maintenant, il y a des biens immobiliers dont certains sont plus de la moitié de payés, parce que comme j'ai commencé il y a 8 ans, que je fais pas mal de prêts sur 15 ans, bah, il y en a certains qui sont à moitié moins, même certains où il reste plus qu'un tiers par rapport à la valorisation actuelle du bien immobilier. On peut faire même du refinancement. Donc, on a de plus en plus de trésors et je pense qu'on va refaire un panache dans les prochains mois, les prochaines années sur un peu plus de financier et un peu moins d'IMO. Et de plus en plus, d'ailleurs, je pense que le financier va prendre de plus en plus de place et l'IMO de moins en moins de place, même si ça restera prépondérant. OK, et tu es jeune papa depuis tu as 1 Euh, enfant, plusieurs enfants? J'ai deux petites filles. Ouais. OK, Ma plus grande a 2 ans et 2 mois et ma plus petite a 11 mois. OK, et est-ce que être devenu papa, ça a changé ta stratégie d'investissement? Tu es devenu plus prudent? Tu as commencé à préparer pour elle? Est-ce que ça a changé quelque chose? Franchement, non. Alors déjà, j'avais toujours eu cette volonté d'avoir des enfants jeunes, d'en avoir plusieurs et une vraie volonté de transmettre. Donc j'ai toujours investi pour transmettre OK, et j'ai même tout pensé pour transmettre. C'est d'ailleurs pour ça que, d'un point de vue entrepreneurial, voilà, tu te doutes que dans l'immobilier, on m'a proposé pléthore de fois de monter une boîte de bâtiment, de monter, on en parlait tout à l'heure, une société de conseil, patrimonial, je sais pas qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre, une boîte de promotion immobilière, enfin, plein de fois on m'a proposé ce genre de deal, mais moi j'ai toujours voulu travailler. Je suis passionné de médecine, donc moi je veux continuer à faire beaucoup de médecine, heu et travailler sur l'aspect patrimonial, sur quelque chose qui est facile à faire. L'immobilier, c'est facile. C'est vraiment pas compliqué, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui, même intellectuellement, n'est pas à la pointe de la pointe, était mauvais à l'école et cetera, même si ça a pas de rapport avec l'intelligence, mais tout le monde peut faire de l'IMO. Tout le monde ne peut pas diriger une boîte de bâtiment. Transmettre une boîte de bâtiment, je pense que c'est vraiment compliqué. Transmettre un parc immobilier, je pense que c'est très facile. OK, et c'est quoi pour toi les gros red flags pour un investisseur débutant qui veut se lancer dans l'IMO? En mode, c'est quoi les points de vigilance? Si tu as ça, ça pue.
Si ce que tu achètes, tu l'achètes ce que ça vaut. Ça, déjà, ça pue. Si jamais tu achètes un truc, tu l'achètes 200 000, ça vaut 200 000. Comment tu sais que ça vaut 200 000 aussi? Alors, c'est assez facile, hein, on a plein de statistiques. On peut analyser les biens qui se sont vendus dans le même immeuble au-dessus et en dessous. On va sur des sites comme DVF, par exemple, on a l'historique de toutes les transactions. On a des sites comme meilleuragent.com qui nous donnent des très bonnes statistiques, qui sont fiables sur les ventes qui se sont faites par quartier, à Paris, voire même par rue. Donc, on sait à peu près ce que ça vaut. On peut faire des estimations par des agents immobiliers, par des cabinets de notaires. Il y a même des cabinets d'avocats qui sont spécialisés Ok. en estimation immobilière. Donc, il y a plein de moyens de savoir. Mais ce qu'il faut dans l'immobilier locatif à effet de levier, encore une fois, c'est de créer continuellement un delta le plus important possible entre ce que je dois et ce que je vaux. Et continuellement, quand on fait de l'investissement immobilier, nous, c'est vraiment la métrique qu'on regarde tout le temps. C'est est-ce que ce deal va me permettre d'augmenter la distance entre ce que je vaux ce que je vaux, pardon, en dessus, par rapport à ce que je dois. Et en fait, le but, c'est d'en permanence faire ça. Et de créer un delta positif entre les dettes qui augmentent parce que je continue de m'endetter grâce à mon effet de levier, mais qui augmentent moins fort que la valeur de mon patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, nous, grosso modo, dans le portefeuille, on vaut à peu près 2 fois plus que ce qu'on doit. Ok. Et c'est ça qui nous permet de continuer à emprunter parce qu'en termes de sécurité pour les banques, il y a de l'actif. Et c'est pas juste de l'actif parce que je l'ai dit sur un papier, c'est des attestations d'agents immobiliers, c'est des attestations notariales qui certifient que le bien que, certes, j'ai acheté 200 000 initialement, aujourd'hui, il en vaut 350. Parce que loyer augmenté, parce que le quartier a augmenté, parce que j'ai fait des travaux, parce que j'ai divisé la surface, toutes les méthodes qu'on peut faire dans l'immobilier. Et ça, vraiment, c'est le plus important. Et donc, le principal red flag, le contre-exemple de ça, c'est d'acheter 200 000, un truc qui vaut 200 000. Ok. Parce que ça, vous allez le faire une fois, vous allez le faire 2 fois. Mais mis à part si vous gagnez 10 000 balles par mois, vous ne le ferez pas plus de 3 fois. Ok. Donc, gros red flag, le premier, t'envoies 2 autres ou pas? Gros red flag, je dirais ça. Deuxième gros red flag, faire de la défisque. Ça, franchement, il faut arrêter avec ça. Enfin, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a vraiment gagné de l'argent avec de la défisque. D'ailleurs, ça va disparaître. Donc, je pense que ça va régler un peu ce débat-là. N'investissez jamais pour faire des économies. Investissez toujours pour gagner plus. Ça, c'est, je dirais, deuxième red flag. Allez, troisième red flag, ayez conscience de ce que vous êtes capable de faire. Ok, c'est-à-dire? Dans l'immobilier, par exemple, on peut faire des travaux à différents niveaux. Pour une enveloppe de 30 000 euros de travaux, on peut décider d'en faire un petit bout de soi-même et de passer par des artisans. On peut décider de passer par une entreprise générale du bâtiment qui va tout gérer pour nous. Et on peut même décider de passer par un architecte qui va gérer l'entreprise générale de bâtiment. En fonction du temps qu'on a à disposition, de notre connaissance des travaux, par exemple, il y a des gens qui sont faits et qui sont très bien adaptés pour tout gérer. Et évidemment, quand on met plus la main à la pâte, on gagne plus parce que ça coûte moins cher. Mais il faut avoir conscience qu'on n'est pas tous faits pour faire de l'immobilier de la même façon. Dans tous les cas, ça vaut le coup de faire de l'immobilier à effet de levier. Il y a des drapeaux verts, il y a des trucs à vérifier. Il faut créer de la valeur. Je pense que ça, c'est un indispensable pour s'enrichir dans l'immobilier. Mais on n'est pas tous faits pour le faire de la même façon. Donc, bien avoir conscience, oublier son ego, essayer de vraiment pas se croire meilleur que les autres. Si vous êtes dans une ville, je dis n'importe quoi, une grande ville, où en moyenne, vous prenez le prix moyen au mètre carré, le loyer moyen au mètre carré, vous faites un ratio, ça vous sort du 4%, ne croyez pas que vous allez chercher du 8. Ne croyez pas que vous allez faire du 8, ça n'arrivera pas. Et si vous tombez sur une opération qui vous permet de faire du 8, posez-vous 2 fois, 3 fois, 4 fois la question, est-ce qu'il n'y a pas comme on dit chez nous en Bourgogne, une couille dans le pâté. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que ce bien, c'est une anomalie de marché? Comment ça se fait que je suis tombé dessus? Peut-être qu'il y a toujours des gens qui font des coups de fusil. Mais le coup de fusil, tout bon chasseur qui se connaît sait que le coup de fusil, on le fait une fois dans l'année ou même une fois dans une vie, mais c'est pas tous les 3 mois. Ok. Et comment ça se fait qu'en Bourgogne, tu arrives à avoir des taux de renta plus vers les 10%? Forcément, tu augmentes ton risque, mais ce risque, il est compensé par quoi? Qu'est-ce qui fait que tu augmentes ton risque? Alors, c'est pas tellement que j'augmente le risque, c'est que en fait, là, on parle de rentabilité locative, Ouais, hein, encore une bien fois. sûr. Cette rentabilité locative, elle va dépendre de ce que les gens qui achètent sont prêts à acheter et ont les moyens d'acheter par rapport aux gens qui louent. Grosso modo, il faut se dire que les rentabilités locatives dans une ville sont bonnes quand l'écart type entre la moyenne des gens les plus pauvres, la moyenne des gens les plus riches est petite. Plus je vais dans une ville où il y a beaucoup de très riches et il y a beaucoup de très pauvres,
plus ma rentabilité locative va baisser. Parce que les gens qui sont capables d'acheter ont des moyens et tout ça drive le prix de l'immobilier à la hausse pour l'achat. Mais les gens qui louent ont des moyens qui n'augmentent pas aussi vite que les gens qui achètent. Donc, ça ne drive pas les prix de la location autant à la hausse et ça crée un écart important. C'est pour ça que, par exemple, à Paris, la rentabilité locative n'est pas bonne. Il y a pas une bonne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des bonnes OP. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une bonne Ton rentabilité benchmark est plus bas, patrimoniale. quoi. Exactement. Forcément, les gens qui louent ont une telle différence du revenu avec ceux qui achètent que le loyer, il ne peut pas être plus augmenté parce que les gens n'ont pas les moyens de louer. Et donc ça en fait une ville qui n'a pas une bonne rentabilité locative. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante pour investir. Ok. Et du coup, pour un investisseur débutant, est-ce que c'est mieux de se dire, donc je viens de Paris, j'ai mes revenus qui sont d'Île-de-France, est-ce que je fais quand même sur Paris parce que je connais un peu mieux le secteur, ou bien je vais aller dans une autre région, je vais avoir une renta plus élevée, mais je connais moins la région. Pour toi, c'est quoi le trade-off? En sachant que le nerf de la guerre dans l'immobilier locatif, c'est la banque. La banque, elle aime le cash flow. Ok. Elle aime que tous les mois, quand tu as 500 euros de crédit, tu as 700 euros de loyer. Parce que, encore une fois, le banquier, t'as beau lui sortir toutes les analyses statistiques que tu veux du 8e arrondissement de Paris, qu'il a fait tant sur les dernières années, que ton bien, il vaut tant, etc. Lui, à la fin, il voit que tu as 1000 euros de crédit par mois et que tu as 800 euros de loyer. Et ça lui va pas parce que mathématiquement, dans son tableur Il Excel, doit en remettre à chaque fois, quoi. ça colle pas. Et donc, ça va te demander un effort d'épargne. Tu peux le faire. Tu le feras une fois, peut-être 2 fois si tu gagnes très bien ta vie, mais pas plus que ça. Le fait d'aller en province, ça va augmenter le curseur du côté de la rentabilité locative, potentiellement moins sur le côté de la rentabilité patrimoniale. On sait que le prix, il évolue plus à la hausse dans les grandes villes que dans les villes industrielles ou les villes de taille secondaire, qui vont faire moins de 200 000 habitants, grosso modo. Mais pour le banquier, monsieur et madame tout le monde, c'est beaucoup plus facile à financer, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, je dirais que d'investir en province, c'est super quand tu débutes et je pense qu'il faut commencer par ça. Investir dans un bel appartement haussmannien à Paris qui va te sortir du 3% de rentabilité locative, oui, mais quand tu as déjà une certaine assise patrimoniale, Ok. pas au début. Pour Ok. lancer la fusée, il faut qu'il y ait une bonne accélération et l'accélération, elle se fait en province, elle ne se fait pas dans les grandes villes. Ok. Bah écoute, merci Timothée. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on devait voir. Trop cool. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? T'es présent sur quels réseaux sociaux? Yes, et ben YouTube principalement, où je dépense une bonne partie de mon énergie pour essayer de créer du contenu intéressant autour de l'investissement immobilier. Et évidemment, Insta, LinkedIn, TikTok, enfin toutes les plateformes, dans un objectif d'apporter de la valeur un maximum. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de contenu lifestyle. Ok. J'essaie d'être très pédagogique, j'essaie d'être assez protocolaire dans mon approche, quasiment plus peut-être comme des cours que comme des vidéos de divertissement, mais en tout cas d'apprendre des choses aux gens et peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour, ils se diront: «Ah putain, mais j'avais entendu Tim à l'époque qui disait que l'effet de levier, il fallait en faire. Bah tiens, je vais m'y mettre» et c'est ça pour moi une gage de réussite là-dessus. J'avais vu sur YouTube, tu avais fait une vidéo, peut-être elle date un peu, mais découverte de mon château ou quelque Ouais, chose comme ça, ouais. exactement, ouais. Et qui a C'était bien au tout fonctionné, début où non? j'avais acheté. Ouais, une vidéo qui avait super bien fonctionné. C'est pas les vidéos que je préfère faire pour être honnête, mais c'est les vidéos qui marchent, qui permettent de gagner des abonnés et donc Te d'avoir faire plus de découvrir, gens ouais. qui regardent ton contenu pédagogique. C'est comme un vendeur de voiture, hein, même si tu es passionné de mécanique, aller expliquer comment fonctionne le moteur de la dernière Porsche de je sais pas quoi, le mec qui vient acheter une Porsche, Il veut le franchement, bruit, il veut. une fois sur deux, il en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le logo Porsche sur sa voiture. Mais voilà, il faut savoir aussi l'emballage cadeau et le cadeau qui est derrière. Ok, bon, on mettra tous les liens dans la description. Merci Trop beaucoup, cool. Timothée. Merci beaucoup pour l'invitation. Génial. Merci à toi.